Bonjour à tous et bienvenue à la Taverne du Gamer. Je suis Kira, comme toujours accompagné de Sid. Bonjour Sid, comment vas-tu ? Bonjour Kira, bonjour à toutes et à tous, ça va très bien. Mieux que mon micro, qui nous a fait un petit faux départ. Donc voilà, il nous fait des frayeurs. J'espère qu'il va bien enregistrer. Ce serait bien qu'il rentre pas l'âme avant la fin de la saison. Donc encore 2 petites émissions à tenir, mais oui, ça va très bien. Donc j'ai passé une bonne semaine, j'ai reçu mon Donkey Kong Bonanza. Donc, au lieu avec l'Amiibo ? Avec l'Amiibo, tout à fait. Donc, au lieu de jouer, je suis en train d'enregistrer. Donc, si c'est pas de la dévotion, ça, mais direct après, je vais m'y mettre. Forcément, j'ai très hâte. Sinon, j'ai testé la démo de Cobra. Tu sais, sur Microïd, c'est toi qui m'as prévenu que la démo était sortie. Ouais, elle était dispo. Et j'ai pas du tout aimé, je trouvais ça assez nul. Donc... C'est générique, mais j'ai trouvé que l'ambiance Cobra était vraiment là. J'ai bien aimé le fait qu'il y ait des passages de dessins animés, ça j'ai trouvé ça cool. Mais sinon, en termes de gameplay et tout, non, franchement, j'ai pas trop kiffé. Sinon, Death Stranding toujours, évidemment. Et je me suis lancé dans une nouvelle série animée, enfin nouvelle pas du tout, mais une série que j'avais très envie de revoir depuis longtemps. C'est Hunter x Hunter, ou Hunter x Hunter, en fonction des gens. Donc un shonen avec Gon et sa canne à pêche et ses amis, donc du shonen. Alors je suis pas trop client des shonen, mais celui-ci ça faisait très longtemps que j'avais envie de le revoir avec des yeux plus adultes. Donc voilà. T'es sur la série originale ou le remake qu'ils ont fait ? Remake de 2011 sur Netflix, vous avez 140 épisodes, ouais c'est joli. Donc j'avais fait la série 140. Originale, j'avais pas fait celle-ci, donc voilà, c'est l'occasion. Et toi mon cher Kiki, dis-nous. Alors moi aussi je me dévoue pour la cause parce que j'ai reçu The Alters il y a 10 minutes, donc il est dans mon salon et je vais pouvoir y jouer donc t'es comme moi. Ce soir également. T'as ton nouveau jeu emballé à côté de toi sous blister, mais tu peux pas y jouer parce que t'es enregistré. Même pas, je l'ai déballé, il est en installation. D'accord, en tout cas, t'as pris de l'avance. J'y jouerai tout à l'heure, c'est ça. Je suis allé voir donc Superman au cinéma. Je ferai une chronique la semaine prochaine. Comme j'étais en manque de bons Superman, je me suis lancé dans une série télé qui s'appelle Superman et Lois. Donc c'est une série que j'avais pas spécialement envie de voir parce que je trouvais que le casting était pas très ressemblant à Superman, et les séries de la CW à part Supernatural, c'est pas ma cam, et en fait c'est trop bien. Et c'est une collègue qui m'a harcelé pour que je regarde cette série depuis quasi 3-4 semaines. Ce qui est original, c'est qu'on suit un Superman qui a plus de 40 ans, qui est père de 2 adolescents en fait, et donc on a vraiment un truc très original qui change de bande dessinée. Ça doit être cool. Et l'acteur qui joue Superman, il est cool quoi. Donc ouais, non, c'est vraiment bien. Je continue Star Wars Outlaws aussi quand j'ai un peu de temps, parce que j'étais en week-end 3 jours en Bretagne où je me suis pas mal baladé, tu sais, sur les côtes bretonnes, profiter du soleil. C'était cool, mais j'avais pas vraiment trop le temps de jouer, donc voilà, le seul jeu que j'ai fait, c'est Star Wars Outlaws. Avant de commencer, comment on peut faire plaisir à la taverne, et bien sûr, le sommaire de l'émission. Et pour faire plaisir à la taverne, les 5 étoiles, vous le savez, si vous voulez que la taverne du gamer dure, on est carrément dans les menaces maintenant, t'as vu Kira. On va venir chez vous, on sait où vous habitez. Ouais, parce que vous êtes quand même, je pense 75% des gens à pas avoir mis les 5 étoiles quand même, donc voilà, il faut le dire, si on le répète, c'est qu'il y a quand même une marge de progression, sinon vous vous embêterez pas, vous vous en doutez. Les réseaux sociaux, bien évidemment, partagez les épisodes, il y a rien de mieux, faites-nous connaître auprès de vos proches. Et sinon, le sommaire de l'émission, donc 4 actualités: Indiana Jones, la PS5 Pro version 2026, GTA 4 et le State of Play pour finir sur Ghost of Yotei. Tu vas nous parler de Dead Rising Remastered, et moi, capsule temporelle avec Pokémon, la Ligue Indigo, donc la série animée de notre enfance. Beau programme comme d'habitude, donc générique, et on attaque avec la première news. Donc c'est la rumeur du jour, je dis ça parce qu'on est jeudi, la rumeur est tombée aujourd'hui, donc qui agite un peu le monde du jeu vidéo. Une offre d'emploi publiée par Machine Game, le studio derrière Indiana Jones et le Cercle des Anciens, laisse penser qu'une suite serait déjà en développement, donc le jeu étant sorti en 2024, en décembre 2024. C'était d'ailleurs mon top 2 de mes jeux préférés de l'année. Sur Xbox, PC, puis en avril sur PS5, le Cercle des Anciens a été un véritable succès critique et commercial, avec une moyenne de 87
7 sur OpenCritic et une recommandation quasi unanime des critiques. Donc ce qui est quand même vraiment très cool pour un jeu Microsoft, hein, c'est pas souvent que ça arrive. Ce retour triomphal du célèbre archéologue semble avoir convaincu Xbox et Bethesda de miser davantage sur la licence. Donc l'offre d'emploi détaillée a été repérée sur le site de ZeniMax et concerne le poste de senior concept artist chez Machine Game avec des compétences recherchées dans la pop culture, le cinéma, les jeux vidéo et les bandes dessinées. Donc autant d'indices qui pointent vers une franchise quand même emblématique. Et en plus, c'est difficile de ne pas penser à Indiana Jones car c'est vraiment leur plus gros succès et une franchise emblématique de la pop culture. Rien n'est confirmé officiellement, mais plusieurs sources évoquent que le studio travaille sur au moins 2 nouveaux projets et que Disney serait très impliqué par un de ces projets et surtout serait très intéressé par une extension vidéoludique de la licence Indiana Jones. Donc, sachant que le dernier échec en date, c'est le dernier film au cinéma qui n'avait pas plu, et beaucoup considèrent que ce jeu est une vraie suite à Indiana Jones, moi y compris. Je pense que c'est quand même une très bonne nouvelle, parce que j'étais sceptique au début sur plein d'aspects, et en fait, le jeu est vraiment cool. Donc, je peux que vous le recommander. En plus, le DLC L'Ordre des Géants, qui prolongera l'aventure, arrive dans quelques temps, théoriquement le 4 septembre, si mes informations sont bonnes. Donc on n'a pas près d'oublier Indiana Jones. On va le revoir, c'est plutôt cool. Après, n'était-ce pas un peu cocasse de déposer une annonce pour recruter quand on vient de virer 9000 personnes ? Alors qu'on a licencié 9000 personnes. Ah, voilà, je veux pas faire mon relou, mais bon, c'est quand même... Je voulais faire une news feel good. Je sais, mais sur les 9000 quand même, il y avait bien un mec qui avait le profil, quoi. Enfin bon, bref. Néanmoins, c'est très cool. Indiana Jones, en effet, c'est un très beau succès de Bethesda et de Xbox. Ça fait ultra plaisir pour la licence. Le jeu est cartonné sur PlayStation. Ouais, non, mais c'est carrément bien. C'est un bon retour, tu as raison, pour les fans qui sont déçus des derniers films, en tout cas du dernier surtout. Et c'est une façon de faire perdurer cette grande licence dont il y a une fanbase, je pense, tout à fait énorme. Donc c'est très cool. Moi, je suis content pour le studio Machine Game que j'aime bien, même si ce qu'ils ont produit, je pense, me plairait un peu moins cette fois-ci, mais en tout cas, je trouve que le studio le mérite. Ils sont passionnés par ce qu'ils font, donc ce serait très cool. En tout cas, j'ai hâte. J'aimerais bien savoir si ce sera officiel et quand ça le sera, on en parlera certainement. C'est clair, et puis je le testerai, bien entendu. Bien entendu. Passons sur la PS5 Pro, donc version 2026. Donc on va se mettre dans la peau de Marc Cerny, donc l'architecte principal de la PS5 et de la PS5 Pro, qui annonce l'arrivée d'un nouvel algorithme, un algorithme d'upscaling, donc de mise à l'échelle en fait, pour la PS5 Pro qui arriverait en 2026, qui va remplacer le PSSR. Donc tu sais, le PSSR, on en a beaucoup parlé, c'est l'intelligence artificielle, l'algorithme qui permet à la PS5 Pro, tu sais, d'améliorer les graphismes avec le software, donc grâce au logiciel et pas grâce au hardware. Enfin, il faut quand même un hardware minimum forcément. Mais là, du coup, la question serait en 2026 de remplacer le PSSR par une résultante du projet Amethyst, donc qui est une collaboration très étroite entre Sony et AMD, et c'est là où l'info pour les technophiles est assez intéressante, c'est que ça fait depuis 2023 que AMD et Sony bossent ensemble sur ce genre d'algorithmes qui permettent d'avoir une super puissance, meilleur graphisme, etc. Et là où c'est hyper intéressant, c'est que le fruit de ce projet ne va pas être une technologie propriétaire. C'est-à-dire que l'objectif est vraiment, selon Marc Cerny, de faire progresser toute l'industrie. Donc AMD pourra même l'injecter dans d'autres technos, dans d'autres matériels que celui de la PS5 Pro. Donc c'est plutôt cool. C'est vraiment pour faire avancer le schmilblick, si je puis dire. Il y avait déjà eu un fruit de cette collaboration avec le VSR 4 qui était sorti en mars 2025 dans les nouvelles GeForce AMD RX 9000, qui est vraiment pour les PCistes, l'équivalent du DLSS de Nvidia, donc toujours une techno, un logiciel qui permet d'améliorer les graphismes grâce à l'intelligence artificielle. Et donc du coup, l'équivalent côté AMD qui est sorti en mars provenait déjà, tu vois, de cette collaboration avec PlayStation, avec Sony. Donc c'est intéressant quand même de voir 2 très gros acteurs comme ça, Sony et AMD, de faire progresser leur techno main dans la main et d'en faire bénéficier leur hardware respectif, donc les
les cartes AMD et la PS5. Oui, puis je pense que ça pourrait aussi alléger le travail des développeurs quant à, pour porter des jeux qui n'ont pas été créés au départ pour la PS5 Pro. En fait. Ouais, et puis c'est intéressant que tu parles de portage parce que j'allais y venir. On a demain des cartes graphiques qui sont AMD un petit peu influencé par Sony et vice versa, et des PlayStation qui sont boostés par la technologie AMD. Ben oui, on peut imaginer des portages plus simples, tu vois, de PC à PlayStation et inversement, tu vois. Donc comme on sait que ça fait partie quand même de la stratégie de PlayStation de porter leur jeu au bout d'un an sur les environnements PC, c'est intéressant. Aussi, ça donne plus de force par rapport à Nvidia. Nintendo ont investi chez Nvidia par exemple, donc là Sony avec AMD qui est un concurrent direct, et surtout la PS5 Pro, on n'a pas fini de la faire évoluer, donc faire monter aussi en compétences PlayStation et Sony vers une PS6 très certainement, hein. Donc voilà, c'est une actualité que c'est sûr. Ouais, c'est tout à fait sûr. Je pense que la PS5 Pro justement sert de test justement pour ces technos, pour ces nouvelles technologies, du coup ces nouvelles puces, ces nouvelles architectures. Moi je trouve ça vraiment très excitant en tant que technophile. J'ai un peu acheté d'ailleurs la PS5 Pro pour ces raisons-là, pour voir ces technologies évoluer, parce que sinon il y a un intérêt assez relatif. Donc voilà, information que j'ai trouvée intéressante. Marc Cerny, du coup, le légendaire, travaille main dans la main avec AMD pour faire évoluer la techno du marché, pas seulement des consoles, et je trouvais ça assez intéressant. À voir à quel prix ils vont nous la proposer par la suite. Oui, parce que c'est des technologies qui forcément nécessitent... Ouais, même si... on parle vraiment de logiciels qui boostent les graphismes, qui boostent les FPS, qui boostent tout ça. Il faut quand même une architecture assez solide. On parle de cartes graphiques haut de gamme, on parle d'une PS5 Pro qui est plus chère, qui est plus puissante. Donc en effet, tu as raison, il faut quand même une base assez solide. Et là, la question du prix se posera évidemment plus tard. Alors c'est encore une rumeur que je vais commenter. C'est vrai que je fais pas ça souvent, mais là c'est plutôt, je me dis que c'est plutôt pertinent, et surtout comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc c'est une rumeur qui prend de l'ampleur. GTA 4, l'un des opus les plus appréciés de la saga, pourrait faire son grand retour sur PS4, PS5 et Xbox Series d'ici la fin de l'année. Donc selon l'insider Tesfuns 2, c'est vrai qu'il a un nom un peu voilà, réputé pour ses infos fiables sur Rockstar, une fuite aurait été repérée sur le site officiel de Rockstar Games. Plusieurs utilisateurs ont remarqué que la PlayStation 4 figurait parmi les plateformes supportées pour GTA 4. Une mention rapidement retirée, mais qui a suffi bien sûr pour relancer les spéculations, sachant que GTA 4 étant sorti sur PS3, il n'est pas rétro-compatible sur PS4, et il n'est pas non plus, sur PS4, PS5, et il n'est pas non plus disponible sur les stores. Il ne s'agirait ni d'un remaster ni d'un remake, mais d'un portage technique à l'image du premier Red Dead qui est sorti en 2023. Okay. On parle d'une version Ancient Seed avec des textures malgré tout en 4K et un framerate à 60 images par seconde. Ils ont quand même enlevé cette espèce de flou omniprésent, tu sais, qu'on avait sur cette génération, un flou un peu sépia. Donc pour rendre l'expérience beaucoup plus attrayante, mais bien sûr, moderne, oui. Il n'y a aucune refonte du moteur graphique. Donc la sortie sera envisagée pour fin 2025, avant l'arrivée bien sûr de GTA 6. Je pense qu'ils ont fait ce portage un peu à la hâte, justement parce que GTA 6 a été décalé. Faut bien faire rentrer un petit peu d'argent. C'est une stratégie qui permettrait à Rockstar de faire patienter les fans, en ravivant l'intérêt pour un épisode souvent considéré comme le plus narratif et le plus réaliste de la série, à raison. Moi, c'est un épisode que je n'ai pas apprécié à sa sortie, mais en tout cas, s'ils ressortent un portage, en tout cas, je le referai pour le chroniquer. Écoute, Kira, je ne le referai pas pour ne pas le chroniquer, parce que tu sais que c'est pas trop ma came, mais bon, en tout cas, je trouve que c'est logique. En effet, tu dis c'est une base de rumeurs, mais en même temps ressortir des portages assez faciles comme ça, il faut bien l'admettre, c'est pas très compliqué à mon sens. C'est pas un très gros investissement. Ça permet aussi de financer des gros projets. On sait qu'ils sont non forcément des gros projets et que c'est une machine à cash. Donc moi en tout cas je trouve que c'est une rumeur assez cohérente, surtout avec le travail qu'ils ont fait sur Red Dead. Surtout qu'ils ont sorti les anciens GTA, donc GTA Trilogy sur PS4 et Xbox One, donc qui sont rétrocompatibles. On peut jouer à GTA 5 de la même manière, mais GTA 4 est aux abonnés absents, et ne parlons même pas de GTA 1 et GTA 2 qui sont pas disponibles. Donc ça permet aussi...
Oui, ça permet aussi de relancer Chinatown War, il devrait te plaire. Ça permettrait aussi de relancer l'intérêt pour les gens qui veulent toute la collection et surtout y jouer sans avoir à brancher une autre console. Parce que la seule façon de jouer à GTA 4 dans de bonnes conditions pour l'instant, c'est soit la Xbox qui est rétro-compatible, mais malheureusement le jeu n'est pas optimisé, ou tout simplement sur PC. Et il pourrait peut-être même faire un petit portail, tu sais, à la Call of Duty où tu te connectes sur Grand Theft Auto, GTA, et t'as tous tes GTA, t'as le mode online, tu les as tous, enfin voilà. Ils organisent des animations à la Fortnite ou à Feu Minzai comme ils voulaient faire. Franchement, ouais. Non mais vraiment, enfin pour je moi, serais pas étonné en vrai. Si y en a qui je pense que le futur GTA Online, c'est ça. Je pense que GTA 6 Online, ça sera à peu près ça. Ce serait complètement cohérent. Et terminons sur le débrief du gros morceau. Gros morceau quand même, mais j'ai essayé de faire condenser, on verra. Le State of Play de Ghost of Yotei, parce que Sony nous l'avait promis et il l'avait même un peu teasé. Voilà, c'était un peu scandaleux ce qu'ils avaient fait à leur State of Play de l'été de la Summer Game Fest. On avait vu 10 secondes de Ghost of Yotei et c'était rendez-vous en juillet. Et donc nous sommes en juillet, le 10 précisément, pour nous parler pendant 20 minutes, donc assez généreux, de Ghost of Yotei, avec les directeurs créatifs de Sucker Punch, donc Jason Connell et Nate Fox, où on s'est plongé finalement dans cette aventure, dans les terres sauvages des eaux, pour un jeu attendu le 2 octobre 2025, en exclu pour l'instant évidemment sur PS5. Dans moins de 2 mois. Dans moins de mois, ça passe extrêmement vite. Rappelons rapidement Sucker Punch, studio fondé en 97 à Bellevue, qui ont fait une série qu'on aime tous les deux énormément, qui rate Sly Cooper. Infamous, je crois que tu aimais bien, toi. Infamous, d'ailleurs, une série qui a disparu et que je regrette qu'elle ait disparu, parce que c'est une très bonne série. Maintenant, il y a Spider-Man qui remplace, mais c'est vrai qu'un nouveau Infamous, ou même un remaster des 2 premiers, je cracherais pas dessus. Ce serait bien qu'ils bossent dessus. En tout cas, Sucker Punch, ils ont un peu de bande passante après Ghost of Yotei. Et du coup, Jason Connell, qui est le directeur créatif, je l'ai dit, qui a œuvré justement sur Ghost of Tsushima, Infamous Second Sons, Infamous First Light aussi. Et on avait Nate Fox, du coup, à la tête de Directive Création, qui est chez Sucker Punch depuis 99, qui avait travaillé sur la série Sly Cooper. Ouais. Donc on a vraiment 2 tauliers du studio qui ont animé ce State of Play. Ça me semble intéressant de les mettre en valeur, ça, parce que je trouve justement que c'est bien d'avoir occulté un peu les têtes pensantes des grosses boîtes pour mettre en place davantage les créatifs. Ça, c'est un virage qui a été effectué chez Sony après le départ de Jim Ryan, et c'est très bien. C'est vrai. Mais à part tes fêtes, donc Ghost of Yotei, une vengeance du coup, c'est toujours, moi j'aime bien les histoires de vengeance où on suit le destin de Hatsu, une jeune femme qui est laissée pour morte par le gang des 6 Yotei justement, qui sont responsables en plus du massacre de sa famille. Et depuis, elle porte le masque du fantôme et elle va, on peut lui dire, les dérouiller quoi. Elle y va pas pour enfiler des coups. Elle leur veut pas du bien. Donc elle va se venger du serpent, du Oni, du kitsune, de l'araignée, du dragon et du seigneur Saito dans un Japon médiéval des années 1603. Et rien que ça, le côté guerrier solitaire, j'aime bien. Et toi, Kira, est-ce que tu aimes bien ce côté ? Un guerrier solitaire dans un monde dangereux. Il fallait la oser, tu l'as fait, mais en tout cas, c'est vrai que le pitch, moi, me donne très envie. Le pitch est très cool et ça reste un pitch très proche des westerns et surtout des films de samouraï. Moi, c'est quelque chose qui me parle directement. À voir après, niveau caractérisation, si c'est pas trop manichéen, ce que j'espère qu'il y ait un petit peu d'originalité là-dedans. Mais en tout cas, c'est le genre de pitch que j'aime bien également. Le State of Play, après, s'est déroulé en 4 gros blocs. On va parler de la partie exploration et narration, où ils nous promettent quelque chose d'assez intéressant. J'ai envie de voir, c'est les flashbacks interactifs, où on va jouer du coup le passé d'Hatsu, via des séquences clés entourées de sa famille, mais elles seront interactives, du coup on pourra jouer ces flashbacks, donc assez intéressant pour l'immersion. Après, en avant tout le système d'indices, d'interrogatoires, donc justement dans cet esprit d'épurer, et ça fait partie un peu de la direction artistique, on en parlera, mais d'épurer un max l'interface du jeu, pour pas qu'il y ait de boussole, pour qu'il y ait le moins d'indicateurs à l'écran, mais on collectera plutôt des indices, on interrogera nos ennemis. C'est ce système-là qui nous permettra de nous orienter dans le jeu et dans l'environnement. Je trouve ça assez intéressant. Parce qu'un gros point positif également, parce que j'aime bien aussi surtout sur un jeu comme Ghost of Yotei, qui va être proche de Ghost of Tsushima, on va devoir s'orienter via le vent, en fait. Et le fait de ne pas avoir d'interaction sur l'écran, ça te donne un côté plus immersif.
Et ça, c'est cool. On retrouvera une carte évolutive avec des fragments de cartes à récupérer. Il y aura des quêtes annexes, bien sûr, des chasses, des primes pour aller choper d'autres cibles que nos 6 Yotei, évidemment. Et ouais, ce côté, comme je disais, très direction artistique épurée, très peu d'informations à l'écran, un aspect très poétique, évidemment. Les paysages, la nature, des tons très colorés, très pastels. Enfin, je trouve que vraiment, c'est encore plus marqué que dans le premier, avec une direction artistique vraiment chatoyante pour l'œil, pour justement, on le sait, flatter les modes photo, flatter la beauté des trailers. Je trouve qu'ils ont encore... Envoyez ça sur les réseaux sociaux. Et voilà, ils ont encore mis l'accent davantage dessus, c'est omniprésent, c'est très agréable. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette partie nature, direction artistique et tout, j'ai vraiment trouvé ça bien. C'est cool, je suis d'accord. Le système de combat qui a été repensé, qui ira donc tout un tas d'armes, le katana, les doubles lames, l'odashi, donc c'est le très grand katana. Enfin bref, il y en a pour tous les goûts, il y a même des armes à distance. Ce qui est important de dire, c'est qu'on peut switcher à tout moment d'armes, plutôt bien, et il y a ce système un petit peu, tu sais, de pierre-feuille-ciseaux où certaines armes vont être efficaces contre certains types d'ennemis et d'autres non, nous obligeant à justement faire ce changement d'arme à la volée pour justement, voilà, le côté aussi très artistique des chorégraphies. On voit qu'ils ont beaucoup travaillé les affrontements et ça, je trouve ça bien, tu vois, qu'on ait un gameplay incitatif à changer d'arme ou à faire varier en tout cas le gameplay. Oui, puis c'est cool, ça va avec le nouveau personnage. Donc, nouveau personnage, c'est pas juste un skin en fait. Ils auraient pu très bien faire le même, enfin, on va dire, l'archétype, les modifier un petit peu, les mêmes archétypes, et on s'arrête là. Mais là, si le gameplay est en accord avec la personnalité et surtout le physique du protagoniste, bah oui, c'est logique et c'est ce qui marche en fait quand c'est bien travaillé comme ça. Avant-dernier point, la personnalisation et les compagnons. Donc, on pourra évidemment personnaliser notre style de jeu et notre équipement. Du coup, combiner des pièces entre elles, privilégier soit l'infiltration, les combats rapprochés, à distance, etc. Plutôt classique sur du light RPG comme ça. Néanmoins, particularité, c'est le Wolfpack, ou la meute de loups. Donc Atsu pourrait être accompagnée d'alliés, de loups fidèles qu'elle aura rencontrés lors de moments de repos au feu de camp. Donc des marchands, des maîtres, enfin tout un tas de personnes qui viendront en plus donner des nouvelles compétences, des équipements. C'est pas mal pour briser un peu le rythme de l'exploration et ça crée un petit peu cet esprit meute de loups que je trouve hyper séduisant. Donc ça, c'est un aspect que j'ai beaucoup aimé dans la proposition. Bah, le côté mentorat, c'est cool, c'est toujours cool dans les jeux parce que ça justifie l'évolution du personnage en fait. Et on va pas juste dans un arbre de compétences débloquer quelque chose. Et donc pour le côté roleplay, c'est super cool. Là où on voit que vraiment Sucker Punch sont des passionnés, des amoureux de ce qu'ils proposent. Le jeu a une âme, on le ressent tout de suite, et les petits éléments que je vais donner donne du corps à ça. Donc un mode photo enrichi, donc logique, il le faut, c'est un élément marketing important et il le sera, enrichi par rapport au premier. Des doublages en japonais dispo dès le lancement pour une immersion totale, c'est très bien. Et 3 modes spéciaux. Donc le mode Kurosawa, faisant référence à Akira Kurosawa. Akira. Voilà. Donc en noir et blanc, hommage au cinéma de l'époque, des années 50-60, du western spaghetti, mais adapté à la sauce samouraï, comme sait le faire Akira Kurosawa. Un mode Takashi Miike, que j'adore, avec une caméra plus rapprochée, des combats plus sanglants. Donc le Takashi Miike, c'est le Quentin Tarantino japonais, si je puis dire. Je pense qu'il n'y a pas meilleure description pour lui. Et enfin, le mode Shinoshiro Yatanabe, donc qui lui va être un mode juste pour les musiques, qui seront des musiques hyper pop, qui changeront drastiquement avec l'univers du jeu, mais qui sont par le créateur de Samurai Champloo, qui a fait les musiques aussi. Donc extrêmement drôle, tu vois, sur le principe, et un très beau clin d'œil aux amoureux du Japon médiéval et des jeux du genre. Donc tout ceci pour dire qu'on a une très belle proposition, une suite ambitieuse qui s'inscrit vraiment dans la première. Il y a 2 musiques dispo sur les applis de streaming pour écouter déjà ce que le jeu va proposer. Commencer à s'imprégner avant la sortie. Il y aura des manettes qui sont jolies pour une fois, aussi des plates, enfin je sais pas comment on appelle ça, mais changer les façades, façades des consoles. Il était temps, enfin. PlayStation s'est dit que ce serait pas mal de faire des trucs classe de ça. Donc ils
soignent vraiment l'approche de leur jeu, la communication, le marketing, tout y est. Donc un beau succès annoncé à mon sens qui devrait arriver le 2 octobre du coup. Et est-ce qu'il y a une manette qui t'intéresse dans les deux, toi? Laquelle tu préfères? La dorée, moi. Ouais, moi c'est pareil, je suis parti sur la dorée. Ouais, la dorée et puis les façades pour la PS5 Pro qui existent, donc voilà, je vais me faire plaisir. Tu vas te faire un petit setup. C'est donc la fin des news, on va attaquer le test de Dead Rising Deluxe Remaster ou DDRR. Voilà. C'est le ça, c'est toi qui viens de l'inventer, ça. Exactement. Donc, petite musique que je vous ai sélectionnée. La BO, c'est pas la BO que je préfère, mais je vous ai sélectionné une musique d'ambiance qui pourra donner un effet intéressant dans la chronique, et on attaque. Allez, c'est parti. Frank West, photojournaliste intrépide, se rend dans la petite ville de Willamette au Colorado, attiré par des rumeurs de troubles civils. Il découvre un centre commercial infesté de zombies, des survivants désespérés et une conspiration militaire enfouie sous des couches de chair en décomposition. Armé de son appareil photo et tout ce qu'il peut trouver dans les rayons du centre commercial, Frank a 72 heures pour découvrir la vérité et survivre. Et ça, c'est de la bonne grosse série Z comme on aime. Ouais, donc Dead Rising est sorti en 2006 initialement sur Xbox 360, donc c'était une exclue 360, et il a marqué les esprits par son concept audacieux pour l'époque, j'entends bien. Un bac à sable zombie dans un centre commercial avec des centaines d'objets utilisables comme armes. Le jeu mélange beat'em up, survie et photographie, c'est important, il est photographe, dans une ambiance inspirée du film de George Romero, Zombie. Classique. Après presque 2 décennies, Dead Rising renaît sous une forme flambant neuve, portée par la puissance du RE Engine, donc un moteur qu'on apprécie tous les deux. Cette refonte complète ne se contente pas de moderniser l'image, elle réinvente des fondations même. L'expérience de jeu d'origine de cette édition, donc la fameuse édition Deluxe Remaster, son petit nom, n'est pas qu'un simple dépoussiérage destiné à flatter la nostalgie des anciens joueurs. Il s'apparente plutôt comme une relecture attentive aux critiques du passé et soucieuse d'adapter l'œuvre à un public plus moderne sans trahir son essence. La première chose qui frappe, c'est l'aspect visuel. Willamette Mail, c'est le nom du centre commercial, renaît quand même avec une pléthore de détails inédits. Les vitrines reflètent la lumière maintenant du soleil qui peut traverser. Les foules de zombies paraissent beaucoup plus organiques et grouillantes qu'avant. Elles sont plus tangibles et également dans leur façon d'avancer. Chaque rayon de magasin regorge d'objets modélisés avec soin, donc on peut même s'approcher et zoomer sur les étiquettes pour voir ce qu'il y a décrit, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Tout à fait. Et la direction artistique parvient aussi à conserver cette touche un peu nanardesque et grotesque qui faisait tout le charme du titre original, tout en adoptant les standards visuels actuels. Donc c'est beau, c'est fluide, mais c'est surtout cohérent. Les environnements gagnent en lisibilité, en ambiance, et participent vraiment à l'immersion. Mais le plus gros changement se trouve sans doute dans la prise en main. À l'époque, Dead Rising m'avait moi beaucoup frustré, et aussi bien des joueurs, par sa rigidité. C'était un peu comme Resident Evil 4, on pouvait viser mais on était obligé de rester cloué sur place, on naviguait dans des menus qui étaient très encombrants, on escortait des survivants suicidaires, clairement. Franchement, escorter les survivants à l'époque, ça tenait quand même parfois de l'épreuve de nerfs, c'était un calvaire. Aujourd'hui, tout ça appartient au passé. Frank West gagne en fluidité, en réactivité. Les combats à main nue, les fusillades ou même les simples déplacements sont nettement plus agréables, presque instinctifs. Le remaster adopte des standards de confort modernes sans jamais dénaturer le gameplay de la série. Et ça, c'est quand même très cool. Une autre transformation cruciale réside aussi dans la gestion du temps et des sauvegardes. Ça, c'est vraiment le concept du jeu. On a 72 heures. On doit être à certains endroits, à certains moments clés. Si on ne le fait pas, le scénario principal est perdu. Donc, on peut continuer à durer pendant ces 72 heures, mais on n'apprendra rien de plus sur l'histoire principale. On est plus dans un espèce de mode bac à sable. D'accord. Et surtout, là où le jeu original imposait une seule sauvegarde via un système de toilette, donc ça nous forçait à vivre avec ses erreurs. Voilà, c'est ça, aller faire pipi. Et surtout, on recommençait depuis le début si jamais on se foirait. Le remaster introduit donc une souplesse salvatrice. Ces plusieurs emplacements de sauvegarde sont disponibles avec un système d'autosave, ce qui évite quand même certaines injustices. Ce changement, bien que discret, modifie profondément la relation du joueur à l'aventure. Et grâce à ça, on ose davantage, on explore davantage sans craindre de tout perdre en cas de faux pas.
Enfin, c'est dans le comportement des survivants que l'on mesure aussi toute l'évolution apportée par ce remaster. Donc c'est fini les PNJ qui s'empalent volontairement sur la première heure de venue. Les civils sont désormais plus réactifs. Ils nous suivent, nous, donc Franck, le personnage, avec une certaine logique, se défendent. Ils vont essayer de se cacher aussi s'ils sont en galère. Et ils vont également contribuer aux affrontements. Donc on peut leur donner des armes, ça on pouvait déjà le faire à l'époque. Mais avant ils s'en servaient juste pour se défendre. Là, si on est en galère, ils peuvent venir nous aider. Et ça aussi, ça donne quelque chose de organique. Ouais, ça donne de la cohérence à ce qui se passe. Mais du coup, tout ce que tu évoques, on gagne en qualité de vie. Du coup, le meilleur gameplay, plus fluide, plus facile. Du coup, la sauvegarde et les survivants qui t'aident. Mais est-ce que du coup ils ont contrebalancé avec quelque chose pour pas rendre le jeu trop facile, plus de zombies, des vraies grosses hordes à la Day Guns, ou c'est vraiment juste on a gagné en qualité de vie sans pour autant avoir un challenge qui s'aligne du coup avec ces ajouts? Alors oui, justement ils ont rajouté des nouveaux modes de difficulté pour rendre le jeu plus difficile. Okay. On a également beaucoup plus de zombies d'affichés, donc c'est pas Days Gone non plus. On va pas se retrouver avec des zombies qui courent en meute ou quoi que ce soit. Et aussi les zombies, contrairement à avant où ils avaient à peu près tout le temps les mêmes patterns, là je me suis fait surprendre à plusieurs moments, c'est-à-dire ils peuvent se tourner à certains moments pour essayer de t'attraper alors qu'il est dos à toi, parce qu'il t'entend arriver, il te sent arriver, donc ça c'est pareil, ça permet de créer de la tension et de sursauter. Et il y a même certains moments où j'ai pas mal galéré parce que j'étais limité au niveau des medikits, c'est pas du rechargement de vie automatique, où j'étais tout seul dans des espèces de tunnels remplis de zombies et fallait que j'aille à certains endroits et j'ai dû recommencer pas ce niveau mais ce tronçon, cette sauvegarde un nombre incalculable de fois parce que si je me faisais toucher une seule fois, j'étais mort. Donc tout ce passage, j'ai dû le faire un peu en mode speedrun, essayer de comprendre où étaient les zombies pour pouvoir les éviter, anticiper certains mouvements, certains déplacements de la horde, et au final, ça m'a donné un challenge que je n'attendais pas. Ok, ouais, donc intéressant, ils ont vraiment contrebalancé quand même, enfin il y a des améliorations des deux côtés, aussi chez les ennemis du coup. Exactement, ils ont également rajouté un mode facile, ce qu'il n'y avait pas avant, qui rend la chose beaucoup moins punitive, avec beaucoup plus d'avantages, de carré de vie, un système d'expérience qui monte également beaucoup plus vite. Donc ça peut être cool aussi pour les gens qui ont envie de s'amuser sans se prendre la tête. Ok. En parlant du coup, pour continuer ce que je disais tout à l'heure sur les PNJ qui ont été améliorés, donc les missions d'escorte qui passent quand même d'un rôle de corvée assez punitif, parce que je sais qu'à l'époque moi ça m'avait beaucoup saoulé, à maintenant un moment tactique en fait, et c'est même souvent gratifiant, c'est-à-dire on va ramener les personnes et de les voir s'accumuler dans le PC sécurité en fait, qui vont venir nous voir, nous donner des choses, par exemple merci de nous avoir aidé, tiens je te donne un jus de fruits, un truc comme ça et tout, et ça donne un côté très gratifiant et surtout ça donne un côté très très logique au final parce qu'on leur a sauvé la vie. Ouais, ça valorise ton action en tant que joueur. Exactement. Pareillement, il y a des mécaniques qui sont très secondaires, comme la photographie, qui profite également d'une mise à jour. Donc les clichés qu'on va prendre sont désormais plus faciles à cadrer. C'est plus riche en possibilités de mise en scène. Elles sont pleinement intégrées à la boucle de gameplay. Avant, c'était très facultatif, et maintenant, si on s'en sert, à certains moments, ça va nous faire gagner beaucoup plus d'XP, et ça peut même nous débloquer, on va dire, des simili-missions supplémentaires. Donc c'est plus vraiment une mécanique contraignante comme avant, c'est vraiment devenu un outil narratif et très ludique à part entière. Donc moi, j'aime déjà les modes photo, c'est clair, mais je sais que je me suis beaucoup amusé à prendre en photo où ils mettent les zombies, leur mettre des casques sur la tête et tout, pour essayer de me faire ma petite mise en scène, et ça, pour le coup, c'était vraiment cool. Le pilier central de Dead Rising, c'est cette fameuse deadline de 72 heures, donc cela correspond à environ 6 heures de jeu en temps réel, durant lequel on va devoir enquêter, sauver des survivants, affronter des ennemis redoutables, des boss, et surtout être au point de rendez-vous à l'heure, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et cette mécanique de temps limité n'est pas une simple feature, en fait, elle structure vraiment toute l'expérience. Chaque décision, chaque détour, chaque mission secondaire grignote ce précieux chronomètre, et résultat, nous sommes constamment tiraillés entre l'envie d'explorer et la peur de rater un événement crucial. Donc du coup, encore une fois, ça crée une tension permanente, surtout sur notre premier run de jeu, parce que c'est un jeu qu'on peut refaire pour le côté scoring. Bien sûr. Et du coup, ça donne quand même un rythme assez unique, presque anxiogène, mais surtout c'est terriblement addictif. Et c'est vrai que quand je me suis remis sur ce jeu, j'ai compris pourquoi j'avais vraiment adoré cette saga à l'époque, et je me dis que c'est dommage qu'on retrouve plus ce genre de feature dans les jeux actuels en fait, parce que ça donnait vraiment un plus.
Dans ce chaos organisé surgissent les psychopathes, donc c'est des boss humains, souvent plus effrayants que les zombies eux-mêmes. Ils incarnent la folie née de l'apocalypse. Ils sont tous complètement tarés. On va retrouver un clown sadique armé d'une tronçonneuse, un boucher cannibale, un prêtre fanatique. Enfin, vraiment, chaque affrontement est mis en scène souvent, donc c'est très proche de la série Z. C'est très violent, c'est même parfois dérangeant, mais c'est toujours marquant en fait. Et dans ce remaster, les combats bénéficient aussi d'une mise en scène plus travaillée, avec des animations plus fluides, une IA aussi beaucoup plus agressive et une ambiance sonore qui accentue leur caractère malsain. Ils ne sont pas de simples obstacles, ils sont les reflets déformés de ce que les survivants pourraient devenir si on les abandonnait. Et du coup, ça donne encore plus envie de les aider et se dire j'ai pas envie qu'ils finissent comme eux, ou que ça devienne un taré en fait qui va buter d'autres survivants en fait. Côté durée de vie, le jeu propose une campagne principale qui peut être bouclée en moins de 10 heures si on suit uniquement le scénario, mais le jeu est pensé pour être rejoué. Il est impossible de tout faire en une seule partie, certaines missions se chevauchent, donc on peut avoir plusieurs missions qui vont être à la même heure, certains survivants apparaissent à des moments précis, et plusieurs fins sont disponibles selon les choix. Pour débloquer la fin A, la plus complète, il faudra optimiser ses déplacements, monter en niveau et parfois recommencer. Et ces 6 fins différentes, ces défis annexes et ces costumes à débloquer, sans parler de tous les secrets qui peuvent arriver, peuvent facilement dépasser les 30 heures en fait. Donc on peut vraiment booster la durée de vie de ce jeu si on décide de le relancer. C'est un peu comme un côté roguelike, tu sais. Tu vas le terminer, tu vas gagner de l'XP quand tu le recommenceras, donc en mode New Game Plus, tu auras tout ton XP, etc. Tu connaîtras mieux le jeu et du coup ça te permettra d'être beaucoup plus performant par la suite. Ouais, c'est carrément ça. Et franchement, ils ont l'air d'avoir bien bossé leur immersion. Ça me fait quand même penser, on n'est pas à ce niveau-là, mais des remakes, tu vois, de Resident Evil 2 par exemple, où on a quand même une vraie refonte en termes d'état d'esprit, moins ambitieux évidemment, mais quand même ça change un peu le paradigme du jeu, tu vois, ça change un peu la façon de penser et d'appréhender le jeu. Exactement, ça m'a beaucoup fait penser au remake de Resident Evil, parce que certes, il n'y a pas le même budget, c'est pas la même saga, et c'est tout à fait normal. Par contre, ça a été fait avec les mêmes soins et surtout la même passion. Et ce jeu vraiment transpire la passion de faire quelque chose de très qui rend hommage tout en améliorant le jeu en fait. C'est vraiment un bel upgrade, et je vais même te dire, cette version supplante à mon sens la version de 2006 en fait, comme Resident Evil 4 à mon sens supplante la version originale de 2003. Enfin, parlons de l'enrobage narratif. Les cinématiques ont été entièrement refaites, avec des visages plus expressifs, une mise en scène plus dynamique et une meilleure synchronisation labiale. Rappelle-toi, à l'époque, elle était dégueulasse. Donc ça renforce toujours l'attachement au personnage et ça donne plus de poids aux révélations de l'intrigue. Et bonne surprise, il y a une version française et elle est d'excellente facture. Les doublages sont convaincants, c'est bien dirigé, ça parvient à restituer l'humour noir et le ton souvent absurde du jeu sans tomber dans la caricature. Frank West en particulier, vraiment gagne en charisme grâce à cette voix plus nuancée, et il oscille souvent entre le cynisme et la détermination. Et l'AVF, je le savais pas. C'est-à-dire quand j'ai acheté le jeu, je m'attendais à ce qu'il soit sous-titré, comme tous les Dead Rising en fait. Et quand je me suis retrouvé avec une version française d'aussi bonne facture, pour un jeu qui était sorti de mémoire à 49 € je crois, moi je l'ai eu en promo à 20 balles, mais il était aux alentours de 49 €, et je trouve que Capcom a fait vraiment un beau travail là-dessus, et ça reste à saluer, parce que malheureusement, surtout chez Microsoft, mais il y a de moins en moins de VF en fait sur pas mal de petites propositions comme ça. C'est plutôt l'inverse, on peut prendre le cas d'Oblivion là, qui est sorti récemment, qui est un remaster ok. En effet, ils ont ressorti, ils ont viré la VF. Après, on n'a pas envie de trop tirer sur l'ambulance parce que c'est une équipe française qui a fait le remake, mais tout de même, là c'est Bethesda plus qui a pointé du doigt, c'est vraiment pas top. Et Capcom, encore une fois, sont exemplaires là-dessus. Enfin voilà, pour moi, Capcom, c'est vraiment l'éditeur, le studio hyper aligné sur ce que veulent les joueurs, hyper dans le respect des joueurs. Et ton exemple, là, je trouve qu'il le montre carrément, quoi. Surtout tu regardes Capcom, sur tous les derniers jeux sortis, hormis Dragon's Dogma, ils ont tous une VF. Ah ouais, que ce soit Monster Hunter, que ce soit les Resident Evil, enfin même le prochain, là, celui que tu attends beaucoup, là, je sais plus comment. Pragmata, une VF a été annoncée, et là-dessus Capcom GG, parce qu'au final au départ les Resident Evil étaient en VO, tous leurs jeux étaient en sous-titré quoi. Moi je me souviens des sous-titres microscopiques de Dead Rising à l'époque, parce que j'avais pas d'écran HD, et du coup c'était illisible, et là maintenant c'est quand même un sacré confort de jeu quoi.
Pour conclure, Dead Rising Deluxe Remaster ne cherche pas à réécrire l'histoire, mais à l'honorer, en corrigeant par petites touches et à remettre en lumière les forces du jeu de 2006. Sa liberté créative, son ambiance singulière, son humour grinçant, tout en effaçant les nombreuses aspérités les plus rugueuses de l'époque. Le résultat, une version qui sublime son modèle et qui est à ce jour la meilleure version, ce que je disais tout à l'heure. Je le recommande aussi bien aux fans de la première heure qu'aux néophytes, parce que c'est une bonne proposition et c'est très très drôle à jouer. Ouais, et puis vraiment belle proposition comme tu dis, et je trouve de ce que tu m'expliques, parce que moi j'ai fait le jeu original, j'ai pas fait le remaster, on a vraiment un coup de neuf, mais sans trahir finalement l'ADN de ce qu'était le jeu, avec son rythme, hein, notamment les 72 heures, etc. Oui. Et ce que le jeu a proposé, hein, cette espèce de bac à sable dans un centre commercial qui est extrêmement drôle. Donc ouais, vraiment belle proposition, ça me donne très envie de le refaire, tu vois, parce que je trouve ça hyper fun ce genre de jeu, c'est décomplexé. La prochaine fois qu'on se voit, je pourrais te le passer. Carrément, ouais, avec grand plaisir, parce que je suis curieux. Toi qui aimes le côté scoring, je pense que tu peux t'amuser, quoi. Ouais, puis moi je te dis, c'est vraiment ce côté où ils ont surajouté de la qualité de vie pour le joueur, donc de la modernité, sans trahir de ce que tu dis, parce qu'ils ont compensé avec l'IA, parce qu'ils ont compensé, enfin avec l'intelligence artificielle, je veux dire des ennemis, des zombies, enfin des choses un petit peu différentes, même les PNJ qu'on sauve. Donc ouais, ça a l'air d'être rééquilibré finalement, un jeu moderne et équilibré. Après, j'ai essayé de rechercher, j'ai pas vu si le jeu s'était bien vendu. Je sais qu'il avait sorti d'abord en démat, ils l'ont sorti 2 mois après en version boîte. Je sais pas si le jeu s'est bien vendu, je l'espère, qu'ils sont quand même rentrés dans leurs frais pour pouvoir nous proposer potentiellement un remake un remaster du deuxième. De cette qualité très, très en cool. Plus, avec la VF. Bah voilà, parce que sachant que le 3 et le 4 sont déjà disponibles sur Xbox One ou PS4 et sont rétrocompatibles, ça permettrait d'avoir toute la collection et de pouvoir y jouer maintenant, donc ça serait vraiment cool. Donc voilà, je croise les doigts en tout cas, mais si vous le trouvez aux alentours de 20-30 €, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est une bonne alternative au survival horror actuel. A priori, il aurait fait 1 million en 3 mois, ce qui est pas mal. Hein, pour... ouais, c'est pas mal, parce que je pense pas que c'est un jeu à gros budget. Hein. Bon, à voir si... Mais en tout cas, là, les 3/4 des ventes sont sur console, 200 000, enfin 120 000 sur PC, et le reste sur console a priori, donc bon, ça reste correct. Si c'est bien 1 million en 3 mois, faut espérer qu'il ait fait un peu plus du coup. Bah, je crois qu'ils avaient vendu 3 millions de Dragon's Dogma, et ils étaient satisfaits. Et c'est quand même un jeu qui a, je pense, moins coûté cher que Dragon's Dogma. C'est pas les mêmes ambitions, donc peut-être qu'1 million pour eux c'est suffisant, à voir. C'est donc terminé pour ma chronique. On va commencer par ta chronique doudou nostalgique en parlant de Pokémon Indigo. Donc on t'écoute, je pense que tu nous as sélectionné le générique. En fait, presque la chronique existe parce que j'avais envie de rediffuser le générique cultissime. Donc vous allez l'avoir en effet. Un jour je serai le meilleur dresseur, etc. Je me battrai sans répit. Exactement. Tout ça. Donc vous l'aurez, mais avant, sorti en 1997 au Japon. Nos petites Game Boy grisonnantes, hein, on jouait à Pokémon bleu ou rouge, mais surtout bleu, hein, les vrais savent. Les vrais savent. Exactement. Et au Japon, il y avait 82 épisodes de cette série, du coup Pokémon Ligue Indigo, qui a été produite par OLM. Donc on verra après qui au scénario, tout ça. Mais on la retrouve sur Netflix, hein, vous pouvez l'avoir sur Netflix. Donc si vous voulez vous faire un petit moment nostalgique, mettez ça sur Netflix avec une Chromecast ou autre, je sais pas, mais avec une petite télé tube cathodique, votre Game Boy à côté. Et je pense que vous êtes bien en effet pour vous plonger dans ce doudou nostalgique, comme tu dis, mon cher Kira. Donc générique, et après on parle de cette série cultissime qui est l'ADN de toute une génération dont je fais partie. Donc c'est parti pour Pokémon, la Ligue Indigo et le générique. Ouais. Un jour je serai le meilleur dresseur, je me battrai sans répit, je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Donc fin des années 90, âge d'or, un certain dirait, c'était mieux avant, tout ça on rentrera pas dans le débat parce que je pense que c'est toujours un peu plus complexe que ça dans la réalité, mais en tout cas fin des années 90, Sony et sa PlayStation, Dragon Ball qui tire gentiment sa révérence, l'industrie de l'époque était prête pour une nouvelle mascotte. Je pense que le timing était idéal, surtout parfait. Exactement, avec l'essor du jeu vidéo, avec l'essor de ces séries un petit peu marketing, hein. On en reviendra un petit peu plus loin dans la chronique, mais en tout cas Nintendo, Game Freak et Creature
Donc l'entreprise ont misé sur Pocket Monster, donc de Satoshi Tajiri, qui a fait les jeux Pokémon, qui est le papa des jeux Pokémon, donc celui qui a créé quand même la licence la plus lucrative au monde. Et du coup OLM, donc cette société de production qui a recruté Takeshi Shudo, donc un vétéran dans le métier de l'animation et dans le scénario. Il se confie d'ailleurs qu'il aime bien se noyer, se boire beaucoup de whisky le soir pour accoucher d'idées géniales. D'ailleurs, c'est à lui qu'on doit la Team Rocket, à ce monsieur, donc Takeshi Shudo. Et donc, c'était simple, le constat. On prend les jeux Pokémon et on adapte ça dans ce qu'on peut dire qui ira une chasse aux Pokémon. Évidemment, c'est le concept du jeu, mais aussi une épopée initiatique d'un été un petit peu sans fin. Tout est toujours très coloré. Donc c'est vrai que dans l'univers de Pokémon, c'est rare qu'il fasse des glaces. Exactement. Donc on est dans cette épopée initiatique où la maman met Sacha dehors pour aller chasser du monstre. Donc le scénario, pareil, j'y reviendrai un petit peu. Il va se battre avec ses chiens. Exactement. Mais c'est surtout l'occasion de développer pour lui la relation des hommes et des monstres, donc les Pokémon, aussi les combats avec les badges, enfin voilà, tous ces éléments-là. Mais surtout, c'est une fresque encore aujourd'hui résolument positive, fraternelle, douce et réconfortante. Tu l'as dit, doudou nostalgique, mais c'est complètement ça. Ça fait du bien, des moments doudou nostalgiques comme ça. Moi, en ce moment, je suis dans Star Wars, je redécouvre une vibe Star Wars. Depuis 2 mois, ça commence à durer, et ça fait du bien, ça change. Mais je comprends. Et si vous mettez Pokémon, la Ligue Indigo dans les mains des enfants d'aujourd'hui, dans 10-15 ans, ce sera aussi une des séries doudou nostalgiques, j'en doute pas, parce qu'elle a ça dans l'ADN, c'est vraiment, elle est vraiment construite pour, bien que, éviter l'épisode 38, je suis obligé de lâcher l'anecdote tellement qu'elle est connue, mais l'épisode 38 qui est sorti le 16 décembre 97, et tu sais, c'est l'épisode Porygon, celui qui avait envoyé 700 enfants hospitalisés à cause de crise d'épilepsie, parce que tu sais, il y avait plein de flashs en fait, plein de flashs à l'écran, ça avait fait un peu scandale et tout. Donc bannissons à vie d'ailleurs Porygon de la série de télé. Sachant que d'ailleurs c'était l'éclair de Pikachu et pas Porygon qui crée les flashs, mais c'est lui qui s'est fait têche. C'est ça que l'anecdote est drôle. Mais en tout cas, sur Netflix, vous avez 52 épisodes et non 83 pour plein de raisons. Ils ont viré certains épisodes en Occident. C'est le format occidental à 52 épisodes. Ils ont viré des épisodes donc jugés non adaptés au format occidental, donc pour des raisons déjà de droit. Et aussi pour des épisodes jugés plus controversés, moins adaptés au public international. Donc moi j'ai jamais vu les 83, mais ça me donne envie du coup de voir ceux qui ont été squeezés. Oui, pourquoi ? Parce que bon, c'est un peu... c'est pas la même époque, tu me diras. Mais nous en tout cas, légalement, sur Netflix, ils ont les droits du format occidental, donc les 52 épisodes et non les 80 japonais. Mais en tout cas, cette série, créatrice de la série, la saga la licence la plus lucrative au monde, qui pèse 100 milliards de dollars. Oui, c'est ça, tellement que le chiffre est aberrant, j'ai bugué, mais c'est bien 100 milliards de dollars sur un concept simple. On collectionne des bébêtes, on peut regarder ça à la télé, on peut y jouer. Est-ce que, Kira, les jeux vidéo Pokémon seraient où ils en sont sans la série animée ? Et à contrario, je pense pas. Est-ce que la série animée en serait où elle est sans les jeux Pokémon ? Enfin, pour moi, c'est vraiment... c'est une série fondatrice de ce qu'est aujourd'hui Pokémon, et ça, c'est assez fou. Et donc, le pitch de la série, Sacha, qui a 10 ans, il rêve de devenir maître Pokémon, et sa maman, elle fait quoi ? Elle lui dit, vas-y, très bien, mon petit loup, va voir le professeur là-bas en face, qui s'appelle le professeur Shen, et va taper des champions dans des arènes, va collecter des monstres, se les faire... Barre-toi pendant 6 mois. Voilà, exactement. Donc c'est très drôle sur le principe, mais c'est ça. Donc cette ambiance un peu folklorique, bucolique, tu le dis. On passe par plein de lieux emblématiques des jeux Pokémon. Donc les gratte-ciel de Céladopol, le Japon très rural, et en même temps le côté un peu américanisé du Japon.
avec ce côté très culture quand même, parce que les Pokémon font penser aux yokai, qui sont les petits esprits les esprits folkloriques au Japon. Du folklore japonais, ouais. On peut penser à Phantominus, Ectoplasma, etc., qui font beaucoup penser à ça. Mais donc, pour le reste, on est sur de l'archétype de dessins animés de l'époque. On a Sacha qui est le héros naïf, qui refuse de capituler, qui se bat toujours, accompagné de son Pikachu. Donc qui était d'ailleurs un peu exécrable au début de la série. C'est assez drôle de voir Pikachu mordre ou électrocuter tout le temps Sacha. Il y avait Ondine et Pierre, les amis acolytes qui sont toujours là pour le bon Sacha. La Team Rocket, moi que j'adore, j'adore la Team Rocket. Donc imaginé par Shudo, justement je le disais, et Lormiaus qui parle. Mais enfin, c'est les thématiques qu'on connaît, Kira, c'est la persévérance, l'amour, l'amitié. Enfin voilà, moi je trouve que c'est des thèmes qui marchent très fort, qui sont universels. Oui, ça reprend le monomythe, version Pokémon, version japonaise, le héros aux mille et un visages qu'utilise énormément de sagas comme Star Wars, comme Harry Potter, comme Le Seigneur des Anneaux. C'est un personnage qui rencontre un vieux sage, donc là c'est le professeur Shen, il récupère un objet magique, donc là c'est son Pokédex et il part à l'aventure pour devenir une meilleure personne en fait. Et ça marche super bien parce que le concept est tellement fait pour Pokémon que ça peut que marcher. Oui, et puis c'est un scénario qui est rompu à l'exercice. On sait que ça fonctionne, on sait que c'est hyper adapté pour un jeune public, un public d'adolescents. Et quand ce public a grandi et qu'il est adulte et qu'il regarde ça, il revit simplement son enfance et ça fait écho un peu à toute génération. Donc ça marche très bien. Et en plus, on est sur une des œuvres aussi, je trouve, fondatrices du transmédia entre supports, parce qu'en effet, on passe des jeux Game Boy à cette série animée, et il y a des échos aux jeux vidéo, bien que c'est une série quand même assez libre. On joue pas Sacha, par exemple, dans les jeux vidéo. Sacha est créé de toutes pièces comme un héros shonen classique, mais quand même, on va traverser l'épisode de la Tour de l'Avant-Ville, que j'adore beaucoup, l'épisode 23, la Tour de la Terreur, tu sais, où Sacha visite une tour, du coup, une tour de recherche, et il rencontre plein de Pokémon spectres. Il rencontre Sabrina, la championne d'arène, l'apprentie sorcière, qui a un Phantominus, par contre un Spectrum, Ectoplasma, donc les personnages emblématiques. Donc tout ça fait écho bien évidemment aux jeux vidéo. Il y a Pierre qui est un maître d'arène des Pokémon Roche, qui est du coup un protagonisme principal. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font écho aux jeux vidéo, dont l'éléphant au milieu de la pièce, c'est pas l'église au milieu du village, mais l'éléphant au milieu de la pièce, les Pokémon évidemment, parce que le jeu nous pousse à capturer ces Pokémon, et la série, on voit Sacha qui fait combattre ces Pokémon, qui les fait évoluer et qui en attrape des nouveaux. Donc on est complètement dans cette adaptation d'œuvres transmédia qui fonctionne extrêmement bien, qui est pour moi une des œuvres les plus réussies de toute façon du transmédia encore aujourd'hui. Et je veux parler de mon épisode préféré, donc l'épisode 12. Avec tous les carapuces. Ouais. Sans maître ni loi, donc le gang des carapuces. Donc voilà, si vous voulez pas vous taper... un carapuce qui a des lunettes. Il est génial, donc si vous voulez pas vous taper toute la série, mais allez moins voir l'épisode 12, où en effet, ils sont pompiers. Ces carapuces, logique, c'est des Pokémon hauts. Et en effet, il y a un carapuce avec ses lunettes de soleil hyper drôle. Donc j'adore vraiment cet épisode. Toi, tu me donnes envie de revoir Détective Pikachu, justement. Je pense au carapuce qu'on voit de loin en pompier qui éteignent le feu et tout. Ça m'a donné envie de revoir ce film que j'ai pas vu depuis un certain temps, donc je crois que je me le mets. Enfin, que dire de plus ? Il y a beaucoup de choses à dire, mais la chronique est déjà un peu longue. Mais le chara design est rond, il est mignon, il est rondouillard, tout est mignon. Petit patapon. J'adore ce chara design, hyper coloré. J'adore les musiques. D'ailleurs, qui sont plutôt excellentes. Donc c'est à souligner. Elles sont entraînantes, elles restent en tête. Ouais, elles sont entraînantes, elles fonctionnent hyper bien. Mais surtout, je le disais, c'est une œuvre avant tout qui s'inscrit dans du marketing, sans dévaluer la série. Encore une fois, c'est une série de très grande qualité, mais elle a emmené les non-joueurs vers le jeu, et le jeu a emmené les gens vers la série. Donc pour faire aujourd'hui, je pense que cette licence a 43 milliards de cartes vendues, 100 milliards de dollars
pour la saga, pour ce qu'elle pèse. Donc c'est astronomique. Mais ces séries marketing, on en a vu plein. La série Tortue Ninja qui est faite pour vendre des jouets. Enfin, toutes ces séries américaines de l'époque, G.I. Joe ou autres, qui étaient faites là aussi pour vendre des accessoires, vendre des jouets, vendre des goodies. Mais là où je trouve où Pokémon est différent, c'est qu'il y a quand même une énorme synergie entre les deux publics visés, entre les propositions où l'une nourrit l'autre et inversement, comme je disais, est-ce que la série serait ce qu'elle sait sans le jeu vidéo et inversement, donc des stratégies qui convergent. Donc voilà, une série vraiment coup de cœur pour moi. Donc en conclusion, plus qu'un dessin animé, Pokémon, la Ligue Indigo, et pour moi le feu de camp de Dark Souls où tous les enfants se sont recueillis pour se reposer, se réconforter, pour élever leurs Pokémon ensemble. C'est une série, une capsule temporelle de nostalgie, une œuvre transmédia aboutie, fidèle, avec un jeu vidéo qui a créé les bases, mais l'animé qui lui a donné vie. Vraiment, je trouve. Donc voilà, mon petit doudou nostalgique que je regarde avec plaisir pour sa qualité, mais aussi ce qu'elle représente pour moi. Donc un brin de nostalgie, mais de la fraîcheur, du positivisme, enfin voilà, tout ce que j'aime. Et bah c'était très cool, tu m'as aussi donné envie de regarder quelques épisodes de Pokémon, ça fait longtemps que je n'en ai pas regardé. Oui, parce que ça peut se picorer. Ouais, c'est ça, je vais les picorer peut-être en mangeant. Regarde le 12, au moins l'épisode du gang des Carapuces, et le 23, la Tour de la Terre. La Tour de la Terreur comme à Disney. Mais en mieux. Est-ce que t'as des big up cette semaine? Alors j'ai Mange ton chapeau qui nous conseille le film Le Mans 66. Qui est très très cool, je l'ai en Blu-ray, j'aime beaucoup, c'est mon film de course préféré. Il écoute nos podcasts en construisant des Lego, il nous demande d'essayer Zelda Echoes of the Wisdom. Donc voilà, une petite anecdote là-dessus, donc tu l'auras en écoutant des épisodes précédents. Une chronique Super Smash Bros, j'aimerais beaucoup, donc ça arrivera certainement un jour. Il y a Festy Queen qui nous demande si on a des anecdotes drôles sur nos auditeurs. Donc voilà. Sur nos auditeurs. Sur nos auditeurs, donc auditeurs, je trouvais ça marrant. Donc auditeurs, si vous avez des anecdotes sur vous-même, n'hésitez pas à nous les envoyer. Mais elle a fait un long message hyper gentil, donc Festy Queen, un grand merci. Message adorable vraiment. Et Jean qui nous a fait un très long message là aussi, qui nous écoute sur ses trajets de travail ou en passant la tondeuse, en faisant le ménage, enfin bref, tout un tas d'activités et de tâches que l'on rend plaisante. Donc merci à lui, t'as fait un long message adorable qu'on a tous les deux lu et apprécié. Bah merci beaucoup, en tout cas c'est vrai que ça fait plaisir. Tu nous as prévu quoi la semaine prochaine? Écoute, Bravely Default. Un gros morceau, Switch 2 exactement pour terminer. L'épisode de la semaine prochaine sera le dernier de la saison d'ailleurs, donc voilà, je terminerai sur Bravely Default. J'ai prévu une grosse chronique également, donc je crois qu'il n'y aura peut-être pas de news la semaine prochaine, un peu. On prépare psychologiquement les auditeurs pour la dernière. Je te laisse le mot de la fin et puis on peut conclure. Merci à toutes et à tous de votre écoute. Comme d'habitude, jouez aux jeux vidéo, jouez à Pokémon ou à Dead Rising Remastered. Regardez des films, allez au cinéma voir l'incroyable Superman, ou pas, peut-être. Il y a d'autres films au cinéma, il y a quoi d'autre au cinéma? L'incroyable. L'exceptionnel, alors devrais-je dire Superman. Mais il y a quoi d'autre au ciné là? Il y avait un autre truc, mince, j'ai oublié ce qu'il y avait, ce que j'avais vu. Lilo et Stitch, qui a dépassé le milliard au box-office. Sinon, tu peux parler de bons films ou tu veux parler que de films nuls à aller voir au ciné? Mon cher allez voir Dragon s'il est encore à l'affiche, j'adore, j'ai beaucoup aimé, beaucoup. Mais surtout la tolérance avant tout, chacun va voir ce qu'il veut, aime ce qu'il veut, écouter de la musique, on le dit jamais, mais écouter de la musique, et que dire de plus, lisez des livres et surtout prenez soin de vous. À la semaine prochaine pour la dernière. Ciao.